écoutez, je vous remercie toutes et tous de votre présence. Je salue la presse à travers M. Correa. Je salue nos amis internautes et je remercie les services présents également ce soir. Je tenais à saluer et souhaiter la bienvenue à M. Yannick Oliger, nouveau conseiller communautaire représentant la commune de Étangerand. Donc, M. Oliger, soyez le bienvenu. Nous vous enverrons à vous et à notre nouvelle collègue les travaux des différentes commissions afin que vous puissiez, lors de notre prochain conseil, nous dire quelle commission vous souhaitez intégrer. Comme ça, vous aurez une vision globale de nos différentes commissions, de leur fonctionnement et un peu les derniers comptes rendus. Et comme ça, vous verrez un peu de quoi il en ressort. Et la prochaine fois, par contre, comme le précise notre règlement intérieur, chaque membre doit faire partie à minima d'une commission. Donc, on vous invitera et vous nous ferez part de quelle commission vous souhaitez intégrer. Je tenais également à vous présenter deux nouveaux collaborateurs. Alors, des collaborateurs, tous les collaborateurs sont importants, mais ceux-là, pour des raisons directes ou indirectes, vous allez être en contact avec eux. Donc, tout d'abord, M. Roland Michael, qui est le nouveau directeur de la piscine à Brestra. Et M. Bruot Nicolas, qui est notre nouvel ambassadeur du tri. Voilà, donc c'est des gens que soit lors des tournées de notre ambassadeur, vous allez côtoyer sur vos communes, soit si vous vous rendez au Cap-Vert, vous verrez le nouveau directeur. Donc messieurs, soyez les bienvenus à la communauté de communes de Catlin. Vous n'êtes pas obligés de rester jusqu'à la fin de nos débats. Si vous voulez partir dès à présent, vous pouvez rentrer. Si vous voulez rester, vous le pouvez également. En tous les cas, voilà, au nom de l'ensemble des membres du Conseil, je vous réitère nos plus chaleureux souhaits de bienvenue. Oui, monsieur. Et je crois que le directeur est attendu au bassin, Olivier me précise. Monsieur le directeur, allez alors au bassin. Merci. Bonne soirée. Vous avez piscine. On arrive. Vous trouverez normalement on va se faire noyer dans les champs. On va se faire noyer dans sur table un projet de rapport concernant des tarifs justement de la piscine. Je vous rappelle que le 1er avril, et ce n'était pas un poisson, vous avez eu un mail pour vous demander si dans vos communes, vous aviez une personne, voire deux personnes, qui pourraient être intéressées pour rejoindre le conseil de développement. Conseil de développement que nous devons et que nous allons mettre en place, et que ce soir nous allons voter au moins au niveau du règlement intérieur. Donc voilà, aujourd'hui, 5 communes ont répondu. Donc j'encourage celles qui ne l'ont pas fait de le faire. Je vous rappelle également que le 27 et 28 avril, il va y avoir sur le week-end 2 manifestations. Tout d'abord, bien entendu, le marché au vin à Rodemack. Et le samedi, il sera possible pour un certain nombre de personnes de découvrir de nouvelles activités à la piscine. Et suivant le retour que nous aurons sur ces activités, elles pourraient être mises en place à la rentrée de septembre. Voilà, donc vous aurez une communication sur les activités, mais en tous les cas, le nombre est malgré tout restreint. Je vous explique, il va y avoir des choses comme du paddle. Donc pour ceux qui voient ce qu'est le paddle, c'est l'espèce de planche avec
sur laquelle vous ramez. Donc vous imaginez que sur le bassin, on n'en met pas 100 en même temps. Voilà, donc un ensemble de nouvelles activités et la découverte permettra, et suivant les réactions, ça permettra éventuellement de mettre ça en place à la rentrée de septembre. Je vous rappelle la nécessité de signer la feuille d'émargement. Au niveau du quorum, on est bon. J'ai un certain nombre de procurations en ma possession, si d'autres en ont qui le disent. J'ai Bernard Zener pour Michel Chili, j'ai Gérard Gerder pour Daichon Sandrine, j'ai Katia Genémation pour Viviane Lintera, j'ai Rachel Zirovnik pour moi-même, j'ai Vigneron Olivier pour M. Valserzac, j'ai M. Martial pour Mathieu Peterman, j'ai Hervé Gould pour Jacqueline Caron et j'ai M. Balesta qui nous a donné procuration pour Madame de Roche. Voilà, est-ce que quelqu'un est en possession d'une autre procuration? Non? Alors, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Mathieu, je te remercie. Donc, si vous voulez bien, nous allons pouvoir démarrer cet ordre du jour, où, comme vous l'imaginez, un certain nombre de points sont dédiés au vote du budget. Le premier point concerne des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations sur la période du 6 au 28 février. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne des décisions du bureau qui s'est tenu le 29 janvier. Par rapport à cette décision, y a-t-il des questions? Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne des décisions du bureau en date du 26 février. Pas de questions. Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne notre convention de partenariat avec Moselle Attractivité. Donc, nous avons fait le choix, il y a un an, d'adhérer à Moselle Attractivité. Aujourd'hui, Moselle Attractivité a des liens et des échanges dans le cadre de certaines de nos politiques. Je pense au développement économique, je pense à l'Office du tourisme, je pense au sport. Voilà quelques points, les liens qui peuvent se faire avec Moselle Attractivité. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est de reconduire ce partenariat et cette adhésion à Moselle Attractivité avec une cotisation à hauteur de 1,50 € par habitant. Voilà. Ça, oui, le montant de la cotisation n'a pas changé d'une année sur l'autre. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce point? Pas de réaction, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point 5 concerne le Conseil de développement. Vous avez eu ce rapport qui concerne la mise en œuvre et la mise en place d'un règlement intérieur ainsi que la mise en place globale du Conseil de développement. Donc par rapport à ce règlement intérieur ou par rapport à cette mise en place, est-ce que vous avez des questions? Je rappelle qu'il y a une obligation pour nous, déjà depuis normalement un peu plus d'une année,
qu'on aurait dû le mettre en place. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et j'espère et j'attends la contribution d'un maximum de communes. Je crois qu'il est important que ce conseil de développement soit la représentation de l'activité, du dynamisme de ce territoire. Donc on doit y retrouver des chefs d'entreprise, des bénévoles, des socio-professionnels qui représentent notre population. Le point numéro 6, c'est qu'un acte de communication quelque part vis-à-vis de vous, nous en avons parlé et abordé régulièrement ces points lors de nos réunions des maires. Aujourd'hui, nous allons explorer deux pistes, notamment le groupement de commandes. Donc ça, c'était une des pistes qui était régulièrement et facilement abordée lors de nos réunions des maires, et c'est peut-être la chose la plus facile à mettre en place, quoique, parce qu'il ne faudra pas qu'on discute trop longtemps sur tel ou tel type de stylo. La réalité, quand on va creuser, ça va être ça, sur tel ou tel type de papier. Je pense, Olivier, qu'il faudra organiser une réunion avec les différents DGS de communes ou secrétaires de mairie pour les communes les plus petites et d'essayer de trouver au moins les plus petits dénominateurs communs de manière à s'engager dès 2019 dans la démarche. Ça peut faire également l'objet d'une démarche administrative. Oui, alors le groupe de travail des élus, je ne sais pas. Oui, Guy. Oui, alors on a préparé une liste à bouche. Je l'ai fait approuver par Michel et il m'a demandé de l'envoyer à toutes les mairies de la communauté de communes. Voilà, donc, et je voulais d'abord te l'envoyer à toi-même pour que tu puisses approuver. Et donc voilà, donc ça va être fait dans la semaine prochaine. D'accord, ok, donc ça, on a avancé dessus. Alors peut-être qu'on va la laisser arriver dans les communes et ensuite, les élus de cette commission, de ce groupe de travail, peut-être sous votre responsabilité de recevoir l'ensemble du personnel administratif pour faire un état des lieux de la proposition et savoir si pour toutes les communes, elle est entendable et nécessaire. D'accord. Il y avait une deuxième piste qui était la mise en place progressive d'un service mutualisé pour le suivi des carrières et des fiches de paye des agents communaux. Comment ? Ouais, donc ça, c'était une des pistes, mais qui, lors de nos discussions, avait été plus ou moins mise sous la touche. Où certaines communes avaient souhaité que cet échange d'informations ne se promène pas partout. C'est vrai qu'en plus, avec l'arrivée du RGPD et les échanges de données et autres, ça peut compliquer la chose. Bon, voilà. En tous les cas, aujourd'hui, la piste qui continue d'avancer, c'est celle sur la mutualisation de l'achat de matériel. Oui, Marie-Marie. Dans la mutualisation, il y a aussi la mutualisation d'interventions d'entreprise pour lesquelles on a tous les mêmes besoins. Je pense par exemple pour nos églises, le réglage des cloches ou les contrôles des parafoudres. C'est la même chose pour tout le monde. C'est des entreprises qui viennent de loin. Je pense que pour les cloches, c'est Baudet pour tout le monde. Et pour le parafoudre, c'est une entreprise de Mulhouse, je crois. Donc on paye tous ce déplacement. Je pense que si on arrive à mutualiser ça, eh bien, ça pourrait nous revenir moins cher. Oui, ça peut être aussi un marché à autrement. On essayera de se
pencher sur la question-là d'un marché à bonne commande. C'est des choses qui avaient été évoquées, les extincteurs, les contrôles de sécurité gaz, incendie. C'est le même groupe de travail qui devait jeter un œil là-dessus. Un groupe de travail qui non. Je veux bien le provoquer de manière administrative. En provoquant-le de manière administrative et faisant une proposition aux élus dans ce sens. Et puis, bien entendu, je ne l'ai pas évoqué, mais on a les retours sur l'histoire de la police intercommunale. Donc là, vous savez tous où on en est dans un cadre, à une phase plutôt de recensement des besoins. Certaines communes terminent seulement de répondre. Je crois que ce point n'est pas un point où on doit voter, c'est un contact. Ce soir, c'est la grande soirée de Michel, donc je vais lui passer la parole et je pense qu'il va la garder à bon moment. Bien, allons-y. Donc l'objet du point numéro 7, c'est le compte administratif du budget général, le compte de gestion et l'application du résultat pour le budget principal sur lequel on vote. J'avais envie de vous dire tous les chiffres qu'il y a dans les tableaux, mais finalement, je vais changer d'avis. Alors, si vous permettez, je vais vous donner simplement les chiffres du résultat de clôture de 2018, donc qui comprend les recettes et les dépenses de l'exercice et les résultats nets antérieurs. Pour le fonctionnement, nous avons un montant de 7 929 039,37 €. Pour l'investissement, un montant de 7 178 637,85 €, ce qui fait un total de 15 140 677,22 €. Il reste à réaliser en investissement 6 428 228,72 €. Donc le résultat global de clôture s'élève à 1 679 448,50 €. Donc on vous demande d'accepter le compte de gestion du secteur et le compte administratif du budget général, d'affecter la somme de 7 millions en recettes à la section d'investissement à l'article 1068 et de reporter en dépenses en recettes de fonctionnement à la somme de 929 039,37 € à l'article 002 sur l'exercice 2019. Et enfin de reporter la somme de 7 178 637,85 € en recettes à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2019. Je pense qu'on ne va pas faire voter chaque compte administratif les uns après les autres, parce qu'il faudrait que tu sortes une paire de fois. Donc c'est avec l'expérience on est à la disposition et puis on va faire tout le monde. Oui, enfin j'ai fait au fur et à mesure, quoi. Pas de questions sur ce point. Il y a l'objet numéro 8, c'est le budget d'assainissement collectif, donc du compte administratif, approbation du compte de gestion, affectation du résultat 2018. Donc au fonctionnement, on a un résultat de clôture en 2018 de 1 760 303,41 €, en investissement 284 712,07 €, ce qui fait un total de 2 045 015,48 €. Il reste à réaliser un investissement 172 443,37 €, ce qui fait donc un résultat global de clôture de 1 872 572,11 €. Donc, on vous demande d'accepter ce compte administratif et le compte de gestion et d'accepter le report de la somme de 1 760 303,41 € en recettes à la section de fonctionnement article 002 sur l'exercice 2019 et la somme de 284 712,07 € en recettes à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2019. Vous
budget assainissement non collectif, donc compte administratif et compte de gestion. En fonctionnement, le résultat de clôture est de moins 58 873,82 €. En investissement, il n'y a aucune somme, donc ce qui fait un total de moins 58 873,82 €. Résultat global de clôture. Donc on vous demande d'adopter ce compte de gestion, le compte administratif, et de reporter la somme de 58 873,82 € en dépenses à la section de fonctionnement à l'article 002 sur l'exercice 2019. Des questions? Pas de questions? On peut passer au point suivant. Point numéro 10, budget de la petite Carcassonne. Donc en fonctionnement, on a un résultat de clôture négatif de moins 201 743,60 €. Pour l'investissement, 8 923,55 € en négatif, qui fait un total de 210 667,15 € en négatif. Pour le résultat de clôture. Donc, également accepter le compte de gestion et le compte administratif du budget de la petite Carcassonne. Et donc, le constater un déficit de 201 743,60 € en section de fonctionnement et un déficit de 8 923,55 € en section d'investissement. Pas de questions? Bien, on passe au point Numéro 1, budget bois et énergie. Donc en fonctionnement, résultat de clôture 2018, 8 475,11 €. En investissement, un déficit de 26 094,41 €, qui fait un total de 17 619,30 € en négatif. Il reste à réaliser un investissement 24 802 €, ce qui fait un résultat global de clôture de 7 182,70 €. Donc on vous propose d'adopter ce compte administratif, d'affecter la somme de 1 292,41 € en recettes à la section d'investissement à l'article 1068, et de reporter la somme de 7 182,70 € en recettes à la section de fonctionnement à l'article 002 sur l'exercice 2019. Et enfin, de reporter la somme de 28 094,41 € en dépenses à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2019. Pas de question, je continue. Le point numéro 12 a pour objet le budget zone activité d'Entran. Donc en fonctionnement, le résultat de clôture s'élève à 224 321,65 €. En investissement, un déficit de 533 151,70 €, ce qui fait un total de 308 830,05 € en négatif. Donc cela constitue le résultat global de clôture. Donc on vous demande donc d'accepter le compte de gestion, le compte administratif, et de reporter la somme de 224 321,65 € en recettes à la section de fonctionnement sur l'article 002 pour l'exercice 2019, et de reporter la somme de 533 151,70 € dépenses à la section d'investissement. Je vous prie d'excuser, à l'exercice 001 sur l'exercice 001 sur l'exercice 2019. Si vous voulez bien, je continue. Donc le point numéro 13, c'est le budget zone activité des Tanges grandes. En résultat de clôture, en fonctionnement, on a 0. En investissement, on a un chiffre négatif de 1 369 813,56 €, qui fait donc le même total, ainsi que le résultat global de clôture. Donc on vous demande d'accepter le compte de gestion,
du trésorier, comptable public, le compte administratif, et de reporter la somme de 1 369 813,56 € en dépenses à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2019. Ça va toujours? Ça va aussi bien dire que moi. Le point numéro 14, budget zone d'activité de Calfund. Donc, en fonctionnement, le résultat de clôture est de 855 055,32 €. En investissement, un déficit de 1 586 017,24 €, ce qui fait un total négatif de 730 961,92 €. Résultat global de clôture. Donc, on vous propose d'adopter bien sûr ce compte administratif et le compte de gestion et de reporter la somme de 855 055,32 € en recette à la section de fonctionnement à l'article 002 sur l'exercice 2019 et de reporter la somme de 1 586 017,24 € en dépenses à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2019. J'en ai fini pour le compte administratif et le compte de gestion. Je vous laisse. On va les noter. Est-ce que vous souhaitez qu'on les vote en bloc ou bien séparément, si vous n'avez pas d'accord? On va attendre que le président signe. Si je les fais voter séparément, tu peux fumer 3 cigarettes. Il y a comme ça une remarque particulière, à moins que quelqu'un ait une remarque sur un compte administratif ou un compte de gestion. Je vous propose de tout voter en bloc. Alors, qui est contre ces comptes administratifs et ces comptes de gestion que j'ai présentés? Qui s'abstient? Je vous remercie. On peut faire revenir le président. Il n'y a même pas eu la cigarette. Il n'y a même pas eu la cigarette. La présidence a accepté à l'unanimité, sans opposition, sans abstention. Écoutez, je vous remercie et je tiens à remercier aussi, bien sûr, toi, Michel, mais l'ensemble des services qui, au quotidien, s'assurent du bon suivi des finances budgétaires et du bon travail qui est fait en collaboration avec la perception. Voilà, c'est eux qui, au quotidien, font tout le travail et donc on peut les en remercier. Donc merci à eux et Olivier, vous avez en charge de faire remonter et partager à tous le remerciement des élus. Et je continue, si tu veux bien, Oui. avec le point numéro 15, le vote des taux des 4 taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'exercice 2019. Donc, pour rappel, les taux de 2018 pour la CFE étaient de 23,55%. On vous propose en 2019 de le passer à 24,90%, ce qui nous apportera un produit de 16 935 735 €. Pour la taxe d'habitation, la maintenir à 7,70 €, ce qui fait un produit attendu de 2 590 049 €. Pour le foncier bâti, une petite augmentation qui passerait plutôt de 9,35 à 9,44 avec un produit attendu de 6 653 406 €. Et le foncier non bâti, on ne touche pas à ce taux et il rapporte 18 417 € avec un taux de 3,31%. Donc, on vous demande d'accepter l'augmentation de ces taux de la cotisation foncière des entreprises et du foncier non bâti
c'est conforme à l'adoption du pacte financier et fiscal. Et ne pas modifier la taxe d'habitation et la taxe du foncier non bâti. Et d'autre part, on vous demande aussi de maintenir en 2019 le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 0 sur les 2 zones communautaires, les 30 et les 19 autres communes membres. Voilà, donc tous ces chiffres sont conformes aux chiffres qui avaient été évoqués lors de notre débat d'orientation budgétaire et du rapport d'orientation budgétaire. Nous parlons encore de 2 zones en matière de taxes des ordures ménagères, celle d'Étampes et celle des 19 communes, mais je pense que c'est sûrement une des dernières années que la période de lissage vient à son terme et que nous allons pouvoir parler, je pense, dès le vote du prochain budget, c'est-à-dire en décembre, que d'une seule zone. Voilà, parce que c'était historique au moment de l'adhésion des Tangevrands à la communauté de communes. À ce moment-là, ils avaient un autre taux de taxe et on avait lissé ça dans le temps. Il y avait une durée de mémoire qui devait ressembler à peu près à entre 10 et 12 ans. Et donc là, on doit être dans la période la plus élevée. Donc, pour moi, c'est la dernière année qu'on parle de zone de Étampes. On parlera dorénavant que de la zone de la communauté de communes. Voilà, sinon pas de grandes surprises. Tous ces chiffres sont ceux qui étaient en lien avec ceux du pacte financier que nous avons entre nous. Je voulais revenir et profiter de la présence de la presse parce que certains avaient abordé le fait de diminuer le foncier non bâti afin de soulager un peu une partie des pressions sur le monde agricole. Mais comme on l'avait évoqué, ce n'était pas possible étant donné que c'est lié avec la taxe d'habitation. Et donc toucher un, impacter l'autre, et donc forcément, voilà. Donc il n'y a pas d'augmentation ni sur la taxe d'habitation, ni sur le foncier non bâti. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Pas de questions, pas de réaction, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les objets suivants sont traits aux autorisations de programme. Le point numéro 16, la clôture de l'autorisation de programme numéro 1, travaux d'enfouissement des réseaux. Donc, les travaux relatifs à cette autorisation de programme sont achevés en 2018. Donc, il convient de clôturer cette autorisation de programme et d'annuler les crédits restants au titre de l'année 2018. Alors, pour les travaux d'enfouissement de réseau, pour la période de 2012 à 2018, il y avait un montant important de plus de 10 millions. Inscrit en 2018, 215 257,67 €. Au compte administratif, on trouve une somme de 212 067,10 €, donc avec la somme de 3 190,57 €. Vous avez un tableau là, qui vous résume par année les sommes qui ont été affectées à cette autorisation de programme aux travaux d'enfouissement des réseaux. Moi, je voulais vous féliciter toutes et tous parce que, quand on regarde, c'est un projet ambitieux, la décision de 2012, de faire le pari, en quelques années, d'enfouir sur les voiries d'intérêt communautaire l'ensemble des réseaux électriques. C'est entre 2012 et 2018, c'est plus de 10 millions d'euros qu'à travers cette politique, qui n'est pas seulement une politique à la fois environnementale, une politique esthétique pour le cadre de vie de nos habitants, mais c'était aussi une vraie politique économique. Parce que ces 10 millions, ces plus de 10 millions d'euros sont venus alimenter les entreprises et les entreprises locales. Quand je dis locales, c'est que forcément,
on avait peut-être des entreprises de niveau national qui sont intervenues sur notre territoire, mais qui ont des sièges ici dans le secteur. Et en plus, on a été présent dans des périodes où elles n'avaient pas trop de travail. Et peut-être que grâce à cette politique, on a pu aussi apporter notre petite pierre à l'édifice pour permettre à certaines entreprises de passer le cap de certains moments difficiles. Donc, merci à vous d'avoir suivi et d'avoir eu la volonté de la mise en œuvre de cette politique ambitieuse. Donc, si vous voulez bien, et s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Michel? Le point numéro 17 concerne les autorisations de programme et les crédits de paiement, de révision et d'ajustement. Donc, 3 autorisations de programme: travaux de requalification des voiries, AP2, travaux citadelles, AP3, et travaux d'aménagement numérique, AP4. La situation actuelle de ces autorisations de programme et les crédits de paiement au 31 décembre 2018. Pour les VICC, un montant total était prévu de 42 800 000 euros. Au budget primitif de 2018, 15 040 735,57 euros a été réalisé 7 247 646,28 euros. Donc il reste à réaliser 4 583 735,57 euros. Donc il nous faut ventiler la somme de 7 752 989,29 euros. Pour la citadelle, un montant total prévu de 23 millions. Le budget primitif de 2018, 2 935 706,58 euros. Réalisé en 2018, 375 272,11 euros. Donc il reste à réaliser 559 866,18 euros. Et il faut ventiler donc la somme de 2 560 444,47 euros. Pour l'aménagement numérique, on avait prévu une somme de 6 500 000. Au budget primitif, 3 793 040 euros étaient inscrits. Ont été réalisés en 2018 3 208 640 euros. Il reste à réaliser 2 643 040 euros. Donc on doit ventiler la somme de 584 400 euros. Donc pour reviser ces autorisations de programme et ajuster les crédits de paiement, il est nécessaire donc d'augmenter le montant global de l'autorisation de programme de 2 707 037 euros. Le montant initial était de 42 800 euros, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est désormais à 45 507 037 euros. Les crédits de paiement sont ajustés conformément au tableau qui va suivre. Donc je vais vous dire donc les prévisions. Le crédit de paiement 2008 ont été corrigés, 7 247 746,28 euros. Pour les prévisions 2019, 16 160 000 euros 548. Les prévisions 2020, 5 800 000 euros. Et les prévisions 2021, 156 018 euros. Pour l'autorisation de programme de la citadelle, numéro 3. Alors, en 2018, corrigé 375 262,11 euros. Les prévisions 2019, 1 788 487 euros. En 2020, 7 435 175,50 euros. Et en 2021, 7 435 175,44 euros. Pour l'aménagement numérique, direction de programme numéro 4, corrigé en 2018 3 208 640, prévision 2019 450 000, et prévision 2020 688 155,91 euros. Donc tous ces crédits de paiement sont inscrits au budget primitif de 2019. Voilà, donc
là aussi, on voit qu'on a terminé un programme de 10 millions d'euros. On voit qu'en 2012, on a décidé de mettre en œuvre le programme de voirie. C'est 45 millions d'euros. Ou sur 9 exercices jusqu'en 2020, même s'il y a des crédits qui sont inscrits en 2021, c'est juste pour payer les dernières factures. Donc 10 millions, 45 millions d'euros, auxquels il faut encore rajouter les 6 millions du numérique. C'est un peu plus de 60 millions d'euros qu'on a investi sur 9 années budget et qui seront investis sur 9 années budget. C'est quelque chose quand même de très important. Et là aussi, nous avons la chance, comme on a pu le voir lors de notre rapport d'orientation budgétaire, d'avoir toujours un coefficient d'autofinancement qui est important, qui est de l'ordre de 8 millions d'euros, voire un peu plus, et qui nous permet de faire ces travaux qui sont des travaux colossaux. Alors je voulais juste revenir sur l'AP concernant la citadelle. Alors il est de 23 millions, il était de 23 millions parce que c'était le projet initial. Il ne sera pas de 23 millions parce qu'aujourd'hui, vous savez que sur cette thématique, on avance avec des réunions communes avec les commissions tourisme, culture, si je ne me trompe pas. Nous avons quand même revu ce projet d'une manière différente. Donc pour l'instant, au niveau de l'AP, les 23 millions, ils figurent tout le temps. C'est pour ça que vous avez sur les dernières années des sommes de 7 millions. Mais aujourd'hui, c'est plus l'idée du projet vers lequel on se destine. Il est prévu pour 2019 la construction du pavillon d'accueil, avec ce qui convient de faire au moment de la construction du pavillon d'accueil, c'est-à-dire l'alimentation en électricité, la mise en place du transformateur à l'arrière, qui vont passer via les différents chemins qui serpentent dans la citadelle, et ainsi que quelques réparations qui sont quasiment obligatoires pour des raisons de sécurité sur le pavillon de la CFC, avec des morceaux de corniche qui sont en très mauvais état, ainsi que des pans de toiture. Mais l'AP ne sera plus de 23 millions comme il avait été imaginé dans les années 2012. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces AP? Oui. Une petite question concernant la P4, concernant l'aménagement numérique. Où est-ce qu'on est? Tu fais partie de la commission de Moselle Fibre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à la dernière plaque surtout? C'est une bonne question. Je dirais qu'à partir du moment où l'ensemble des plaques, où l'ensemble du syndicat, l'ensemble des territoires, l'ensemble des habitants, on a pris conscience qu'un retard d'environ 6 mois s'était créé, je dirais que maintenant, à ce jour, je suis toujours, et je vais vous dire pourquoi, je suis toujours dans l'attente, je dirais qu'à ce jour, les choses vont mieux. Les choses vont mieux, pourquoi? J'ai évoqué ici des problèmes, à un moment donné, de pénurie de fibres. Les problèmes de pénurie de fibres sont en partie réglés. De nouveaux fabricants à travers le monde entier ont été validés et donc le groupement peut s'approvisionner chez ces nouveaux fournisseurs. Ça va également mieux parce que le groupement s'est restructuré. Ils ont mis quelques changements au niveau des gens en responsabilité. Ils ont embauché énormément de personnes, aussi bien dans la cellule études que dans la cellule terrain.
ils ont revu et les protocoles d'échange avec leurs sous-traitants. Vous savez qu'on avait régulièrement des problématiques de sécurité, de qualité de travail. Et d'un autre côté, pour des raisons de marché public et de date de marché public, ils sont obligés de récupérer ce retard. Donc aujourd'hui, ils ont mis beaucoup de choses en œuvre. Simplement, vous savez que quand vous avez deux courbes qui doivent se croiser, normalement, on devrait avoir en septembre l'effet ciseau, et c'est-à-dire qu'en septembre, on devrait commencer à avoir complètement rattrapé le retard. Voilà. Donc là, aujourd'hui, les études sortent au rythme attendu par Moselle Fibre. Les travaux à ce jour avancent au nouveau rythme qui a été cadencé, et c'est en septembre où on va avoir l'effet ciseau et l'inversement des courbes. Concernant la dernière plaque pour les 4 communes de Volmerange, Ligny, Eschrange, Calfen et Zourguen, cette plaque devrait, les travaux devraient démarrer, je vais dire, deuxième semestre 2019. Voilà. Au lieu de devoir démarrer, il était question qu'il démarre au premier semestre 2019. L'effet des 6 mois va faire qu'on va démarrer au deuxième semestre 2019. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il y aura effectivement pour nos habitants et pour les habitants, oui, c'est 6 mois de retard. Par contre, ce qui est à noter, on terminerait là-dessus, c'est que si quelqu'un doutait du besoin en fibre, c'est tout le contraire en taux de pénétration du marché. C'est-à-dire qu'une fois que le marché est rendu aux différents fournisseurs d'accès à Internet, en très peu de temps, on monte à des 50%. C'est-à-dire qu'on, sur un laps de temps très court, nos habitants font la demande du très haut débit. Comparé à d'autres secteurs et à d'autres plaques, on est, que ce soit la plaque de l'Étang-Grande ou que ce soit la plaque de Rodemack, on est sur des demandes très fortes et supérieures à ce qu'on peut voir sur les autres pays. Voilà où on en est sur Guy, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Tu fais partie d'un comité en cours. Non, tu as tout à fait résumé la problématique. Le taux de pénétration boost, je crois que ça monte même à plus de 60%. Donc c'est énorme, on ne s'attendait pas du tout à ça. Voilà. Oui, Justin. Je voudrais savoir qu'est-ce qui intervient en cas de problème sur les réseaux fibres qui ont été posés. Sur les réseaux fibres qui ont été posés. Un Brestop, pour aller de Brestop sur le moulin de Dolay, on a un câble aérien qui est tombé depuis la dernière tempête. Il n'y a personne qui l'a réparé. Non, c'est un câble qui a été mis par Moselle Fibre ou c'est un câble qui existait? Non, c'est un câble qui a été posé par Moselle Fibre, la fibre. D'accord. Donc tout dépend où on en est, parce que Moselle Fibre construit le réseau. Le gestionnaire ensuite du réseau, c'est Moselle Numérique. Voilà. Donc, suivant dans quelle phase on est. Et donc ça a été signalé, Justin? Oui, bien sûr. J'avais appelé Moselle Numérique, j'ai eu monsieur... J'ai appelé Orange, Orange ne veut pas intervenir. Oui, c'est normal. normal. Numérique, un modèle numérique, peut-être dans 3 ou 4 mois ou 5 mois. C'est ce
m'a répondu. Hein. Thomas, vous prenez note de ça, s'il vous plaît, puis on en parlera. Le table est toujours par terre. Moi, je vous invite. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir des interlocuteurs. Et vous pouvez faire des parties de ping-pong. Vous savez que Marie-Marc voulait un interlocuteur un peu privilégié, comme on peut avoir chez EDF et tout ça chez Orange. Pour l'instant, la demande est toujours en cours. Je pense qu'on va se tourner vers une fin de recevoir. Donc, moi, je vous conseille à chaque fois de repasser par la COPCA. C'est nous la porte d'entrée. Je rappelle que, de par votre décision, nous payons 66% du prix de la fibre. Nous payons 66% du prix de la fibre. Et en plus, votre serviteur est également le vice-président qui est en charge du déploiement de la fibre. Donc, je dirais qu'on est bien positionné pour essayer d'avoir des réponses peut-être plus rapidement qu'ailleurs. Ce n'est pas toujours le cas. Et moi, je vous invite à passer toujours par la CAMCAM. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar, notamment quand vous avez les gens le fournisseur d'accès Internet qui arrive, on est sur le domaine public, ça passe pas dans la gaine, qui doit refaire ça, etc., etc. Pour ne pas que vous perdez votre latin là-dedans, passez par moi. Passez par moi. En règle générale, quand je suis dans la boucle, je ne veux pas dire qu'ils répondent plus vite, mais ça va quand même un peu plus vite. Mais juste une règle, c'est que sur le réseau public, c'est Orange qui doit entretenir son réseau. Voilà. Sur le réseau public, c'est Orange. Nous, vous, dans les communes, quand vous avez fait l'emplissement des réseaux, nous avons signé des conventions avec Orange. Le propriétaire du réseau, c'est Orange. Même si vos habitants prennent l'autre fournisseur d'accès Internet qui est NS, et je trouve que le taux de pénétration, Michel, est pas mal quand même de NS, et on peut les féliciter. Si ça ne passe pas, c'est malgré que c'est NS qui va alimenter la fibre, sur le domaine public, c'est à Orange de réparer le réseau. Oui. Le câble qui tombe et même la fibre qui tombe. Non. Je parle de l'habitant qui appelle la société, qui vient, qui veut passer dans la gaine et qui ne passe pas parce qu'elle a été écrasée par d'autres travaux. Donc les réseaux sont toujours à Orange. Alors, juste Marie-Marc. Avant Guy. Alors si on est dans la boucle, Michel, tu as du travail, parce que je crois que c'est 25% d'échecs, justement à cause de gaines écrasées. Alors, Gabi Weber a envoyé un mail, je pense à tous les maires, en disant qu'il, suite aux remontées qu'il a eues, il a contacté la directrice d'Orange. Alors c'est Orange historique, effectivement, qui était en charge du réseau. Et ils ont entre 3 et 6 mois de délai d'intervention. Donc qu'on passe par toi ou pas, je pense que malheureusement, le taux de pénétration, si on enlève 25%, il est finalement de 99%, je pense. Donc, quand je dis qu'on passe par moi, c'est pour avoir la réponse. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la difficulté de nos collègues élus, c'est qu'ils sont interpellés par M. X ou Mme Y qui viennent sonner à la mairie régulièrement et qui leur demandent des réponses. Et jusqu'à présent, on peut avoir des moments où nous sommes, et même si pour l'instant on n'est pas encore concerné à Google, parce que la fibre n'est pas arrivée à Google, mais nous sommes ceux qui sont en première ligne. Et pour nous, il nous faut des réponses claires pour nos habitants. Donc moi je parle au moins de leur donner la réponse. C'est vrai que le délai d'Orange historique est très long. Mais bon. Donc pour l'instant, c'est la seule réponse qu'on peut donner aux habitants. Entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois, et c'est Orange qui doit les faire. Mais après, quand on regarde à l'échelle du pays, les taux d'échec qui est certes aux alentours de 25%, est inférieur à beaucoup d'endroits. La majorité des taux d'échec sont supérieurs à 25%.
Et encore, dans ces 25%, il n'y a pas que des problématiques de gain qui ne passent pas. C'est des fois, pour beaucoup, c'est un problème d'adresse. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là, c'est que chaque maison a normalement une adresse, qu'au moment du bureau d'études et tout ça, et donc que les habitants téléphonent pour avoir Internet et qu'on leur répond, c'est pas possible. Ça, c'est compté comme un taux, parce que l'adresse est mal renseignée. Et ça, c'est compté comme un taux d'échec. Et c'est pour ça qu'on arrive à 25%. Sur les vrais échecs de terrain, on n'est pas à 25%, on est un peu à peu. Oui, je suis un peu étonné des délais qu'on donne. J'ai eu le cas il y a à peu près 3 semaines, 1 mois sur la commune de Boust, où un camion a déversé la terre et qui a accroché un câble fibre. Voilà, donc j'ai utilisé les numéros d'urgence. J'ai eu quelqu'un immédiatement au bout du film qui m'a envoyé une équipe de la semaine qui a suivi. Et la réparation s'est faite dans les 15 jours. Bon, il n'y avait pas de coupure de téléphone, il n'y avait pas d'urgence non plus. Hein. Oui, mais c'était où le câble était devenu bas. Alors ça, c'était la première intervention, ça c'était à part. Oui. Là, il y a eu de la rue des Romains, en descendant dans les étangs de Boust. Il y a eu une autre intervention qui a dû être faite en urgence. Bon, c'était pas vraiment une urgence parce qu'il n'y avait pas de coupure de téléphone. Ils avaient fait des essais en ligne pour savoir s'il y avait une coupure. Il n'y en avait pas. Mais avec le numéro d'urgence, j'ai réussi à avoir quelqu'un, même entre midi, qui m'a certifié qu'il a envoyé une équipe. Il a d'abord fait les contrôles et il m'a envoyé une équipe de la semaine qui a suivi, qui n'a pas pu faire les réparations tout de suite parce qu'il n'avait pas de matériel voulu. Mais ça s'est fait dans les 15 jours. Quand même. Oui, mais je pense que Marie-Marthe parle plutôt des travaux parce qu'il faut ouvrir le génie civil. Alors ça c'est différent. J'ai eu le cas plusieurs fois à Boust également. Et c'était toujours parce qu'il y avait des problèmes d'adresse. C'était des nouvelles maisons qui n'étaient pas répertoriées. Il faut que nos EFI créent l'adresse. Et une fois que c'est créé, dans les 3 semaines qui suivent, l'intervention se fait et le prochain se fait. Juste pour témoigner, au-delà des problématiques qu'il peut y avoir, on a des fibres assez liées sur le service public. Il y a aussi le relationnel avec Orange et le client, puisque Orange aussi sous-traite derrière, puisque les gens qui n'ont pas pris le pré-raccordement ont fait leur demande de raccordement Orange, ce qui a été mon cas, et je peux vous témoigner que le relationnel avec Orange, 3 rendez-vous annulés de leur part, c'est soit demi-journée de congé que vous posez quand ils ne viennent pas, et quand on discute autour de nous, il y a des disparités énormes entre les gens qui travaillent, entre ceux qui vous tirent le câble. Vous avez tiré la gaine jusque derrière votre télé et vous avez le câble, et ceux qui refusent de le faire, il y a des disparités qui sont énormes. Ils ont besoin de facturer les raccordements alors que vous avez fait tout le travail. Oui, alors il faut faire attention pour ne pas tout mélanger. Il y a des pré-raccordements et ces pré-raccordements sont gérés par Moselle-Fibre. Un certain nombre de tous les pré-raccordements sont gérés par Moselle-Fibre. Ensuite, tous les raccordements qui sont demandés par Orange après la date de lancement de la commercialisation, là c'est Orange qui les gère de A à Z. Au départ, il avait dit qu'il n'y aurait pas de différence entre les gens qui demandaient le pré-raccordement. On avait tous conseillé de ne pas se jeter là-dessus, parce que de toute façon, le traitement devait être identique pour tout le monde. Ce qui n'a pas forcément été le cas pour vous assurer ça. Oui, il n'y a pas de différence, c'est gratuit. Parce que la question, bien souvent, dans ces pré-réunions, c'était de savoir s'il y aurait une différence de prix. Donc c'est gratuit dans les 2 cas. Mais bon, je vous rassure, de nouveaux opérateurs vont venir en fin d'année. Ils sont en train de signer les conventions, parce que quand ils voient le taux de pénétration du marché, forcément, les autres fournisseurs d'accès Internet sont intéressés sur la thématique. Oui, Patrick, tu voulais réagir sur un truc ou pas? Juste une question à qui? Oui, c'était du cuivre ou de la fibre? Non, c'était de la fibre. Ah, c'était du fibre, de l'AR, voilà. Et puis le reste, il ne faut pas oublier de chose, c'est quand même, on a renouvelé tous nos réseaux, c'est ce que disait tout à l'heure Michel,
par rapport aux enfouissements. Nous, on a quand même des enfouissements qui sont récents, ça fait une dizaine d'années, où il y a quand même eu une forte intervention de notre part, que ce soit de la part de la communauté ou de la part des communes dans le cadre sur leur VIC, ce qui fait qu'on a quand même des réseaux qui sont en bon état, ce qui fait que les 25%, comme nous dit Michel, c'est pas simplement les problèmes de passage de gaine. Ça, il n'y a rien à voir, parce qu'on rencontre beaucoup de problèmes sur les lotissements qui, à une période, n'avaient pas de moyens de passer depuis l'extérieur. Mais globalement, on a des réseaux qui sont en bon état. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours des cas, mais on a quand même des réseaux, vous avez vu 10 millions d'euros que j'ai dit, plus que vous avez mis de votre côté sur les VIC, enfin qu'on a tous eu. Donc c'est pour ça quand même que le taux a continué à 25, moi je comprends très bien. Il y a d'autres explications que la qualité des régions. Allez, peut-être la dernière question sur cette thématique. Oui, c'était juste parce que moi-même, dans la maison, j'ai demandé un raccordement et finalement, ils n'ont pas réussi à passer la gaine. Oui. J'ai demandé à Bernard Zélière qui m'a conseillé à l'époque de contacter Mme Paris, qui est la modèle fibre, et en fait, elle m'a dit que c'était terminé. Si ça ne passait pas, il ne me reviendrait plus. Oui, c'est la règle, et c'est dans le cadre du marché avec le groupement. C'est-à-dire que quand il y a un pré-raccordement, ils vont venir, ils vont passer une demi-heure, 3/4 d'heure. Si ça ne va pas, si ça ne passe pas, ils doivent partir et aller faire un autre pré-raccordement. Par contre, le jour où c'est ouvert à la commercialisation, là, le fournisseur, que ce soit NS ou que ce soit Orange historique, eux devront faire absolument le nécessaire. Mais dans le cadre du pré-raccordement, c'est normal, ils viennent, ils aiguillent le fourreau. Si ça passe pas, ils ne vont même pas chercher la raison pour laquelle toi, ils passent à un autre pré-raccordement. Voilà. Ok, donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur cette question. Je me souviendrai que c'est Denis qui a lancé la première. Donc je crois qu'on n'a pas voté du coup. Donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Michel, à toi. Nous allons passer maintenant au vote du budget public principal pour l'exercice 2019. Donc je rappelle que le vote est fait au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement. En section de fonctionnement, dépenses et recettes, un montant de 42 984 258 euros. Et en section d'investissement, dépenses et recettes, y compris les restes réalisés, 41 551 euros 710. Aussi, s'il y a des questions, vous pouvez les poser et je vous propose moi de voter tous les budgets, comme on l'a fait tout à l'heure, en bloc. Pas de questions? Pour le service assainissement collectif, donc on vous propose bien sûr de l'accepter. Au niveau de la section de fonctionnement dépenses en recettes, 4 584 704 euros. Et en section d'investissement dépenses en recettes, y compris les restes réalisés, 3 722 004 euros. Pas de questions? Je vous remercie. Pour le service assainissement non collectif, en dépenses et en recettes de fonctionnement, un montant de 184 000 euros et pas de dépenses ni de recettes en investissement. Pas de remarques? On peut continuer. Le budget primitif bois et énergie. Donc en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, est inscrit une somme de 54 040 euros. Et en section d'investissement, en dépenses et en recettes, une somme de 44 801 euros. Pas de remarques? On peut continuer. Pour le budget primitif de la zone d'activité économique de Cannes, inscrit en dépenses et en recettes 3 869 573,03 euros et même somme en section d'investissement, en dépenses et en recettes. Pas de remarques? Pour le budget primitif de la zone d'activité économique d'Entrange,
En section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, 1 690 561,53 €. Et en section d'investissement, en dépenses et en recettes, 1 899 371,58 €. Pas de remarques. Pour la zone d'activité économique de l'État en Grande, en dépenses et en recettes, 1 823 969,46 € pour la section de fonctionnement, et pour la section d'investissement, en dépenses et en recettes, la même somme, 1 823 969,46 €. Voilà, donc Michel a présenté les différents budgets. Ces différents budgets sont quasiment au centime près conforme à ce que nous avions évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire. Allez, peut-être pas en centimes, mais à quelques euros. Donc moi, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on les vote tous ensemble. Et donc pour le vote de l'ensemble de nos budgets primitifs, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le dernier point que je vais présenter, il s'agit de l'attribution des fonds de concours communautaires. Donc vous avez les dossiers qui ont été déposés, qui étaient conformes aux conditions d'éligibilité et complets. Alors je ne vais pas vous faire la lecture, il y en a qui ont renseigné 2 et pour 7-1. Donc il nous faut adopter ces montants du fonds de concours à verser par la communauté de communes. On rappelle 1 750 € pour Renan Rémy pour l'achat d'une porte pour le bâtiment du service technique communal, 535 € pour Renan Rémy d'aménagement des escaliers du bâtiment de la Poste, et 80 976 € pour la réhabilitation de la maison du berger à la Christelle. Voilà, donc ça c'est conforme à notre règlement. Les communes prennent dans ce qu'ils ont de concours. Donc je pense que il n'y a pas de débat sur cette thématique. Donc si vous voulez bien, on va les voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Michel, je te remercie pour ces différents rapports. Et je vais passer la parole à un autre Michel, à Michel Aguirre. Merci Michel, enfin soirée de Michel. Le point 26 concerne la reprise des réseaux eaux usées et eaux pluviales de lotissement Codassia Rebac, annexe de Folbach. La procédure de reprise est toujours la même. Les services techniques vérifient la conformité des réseaux aux différents règlements et aux différents points que nous demandons, donc les d'étanchéité, rapport d'inspection et toutes les pièces nécessaires. Le service technique a établi un rapport qui a été présenté en commission environnement le 27 février. Et suite à la présentation de ce rapport, la commission environnement a donné un avis favorable à la reprise des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale de ce lotissement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. C'est bon, notre règlement est suivi à la lettre, à la fois par les services techniques et par Michel. Donc si pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Michel? Le point suivant concerne la modification du règlement de collecte des déchets ménagers. Donc, il nous a paru nécessaire de remettre au goût du jour le règlement de collecte des déchets ménagers, de collecte des sacs de tri en porte-à-porte et des déchetteries, de façon à le clarifier et à le mettre plus conforme aux usages actuels, c'est-à-dire de remettre dans ce document tout ce qu'on fait déjà, mais qui n'était pas repris dans un règlement. En même temps, ça nous a permis de le rendre un peu plus légal et opposable. C'est-à-dire qu'il est passé entre les mains d'un juriste et d'un document de travail de 8 pages, on s'est retrouvé avec un document de 40 pages. Mais au moins, il est légal et opposable pour tous les points qui sont repris dans ce document. Bien sûr, il n'est pas question de communiquer auprès des habitants avec un document de 40 pages. Donc on vous propose aussi d'avoir un règlement simplifié
à destination des populations qui explique les grandes lignes, comment poser sa poubelle en bord de route, dans quel sens, est-ce que le couvercle est fermé, est-ce qu'on a le droit d'y mettre, est-ce qu'on n'a pas le droit d'y mettre, voilà. Pareil pour les sacs de tri, pareil pour les déchetteries. Voilà, c'est vraiment une précision qui me semble importante, un travail qui a été fait à la fois par les services et par la commission, pour qu'on ait quelque chose qui soit assez exhaustif et assez clair. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Vous étiez destinataire des rapports. Pas de questions, vous passez au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et Michel, je crois qu'il reste un dernier point. C'est pas le moins. Donc, le point suivant concerne la signature ou l'accord pour un appel à projet pour l'extension des consignes de tri. Donc, toutes les communes membres, toutes les intercommunalités membres du CIDELON ont décidé de s'engager dans l'extension des consignes de tri qui va nous permettre de collecter à peu près tous les plastiques dans les sacs jaunes. Pour cela, il faut qu'il y ait des filières qui soient définies, il faut qu'il y ait des points de collecte, voilà, il y a des règles qui doivent être mises en place. Donc, il nous a été demandé de déposer un dossier avant le 1er mars 2019 pour pouvoir mettre en place une extension du tri en novembre 2019. Le dossier a été déposé en temps et en heure, sous réserve d'accord du conseil communautaire pour que le président le signe. C'est-à-dire qu'on a respecté le délai, mais sous réserve d'un accord postérieur du conseil communautaire. Et c'est l'accord qu'on vous demande ce soir de nous autoriser à continuer cette démarche d'extension des consignes de tri. Alors, vous savez que la loi, c'est 2020. 21. En 2021, nous aurons tous l'obligation d'avoir ces extensions de consignes de tri. Donc aujourd'hui, la société qui a le marché, où CIDELON emmène tous vos sacs de tri, c'est parfait. Il y a des enjeux, c'est se mettre aux normes dans le cadre de cette extension de tri, de cette loi qui arrive. Et ces enjeux nécessitent énormément d'investissement. Et donc le défi que propose PAPREC, c'est de se mettre et de faire ces investissements dès 2019. Mais pour ça, en contrepartie, je voulais une garantie que nous, les collectivités, nous allions nous positionner dès 2019 aussi dans l'extension de ces consignes de tri. Parce que ça ne servait à rien que eux, d'un côté, fassent des investissements dès 2019 si nous, collectivités, nous ne suivions pas la démarche. Je pense qu'il est aussi important de préciser, on est un territoire sur lequel on n'a pas de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, on l'a dit tout à l'heure. Donc on doit être aussi très volontariste et exemplaire dans ces domaines-là et montrer que le fait qu'il n'y ait pas de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne diminue pas notre volonté d'être exemplaire et d'être le plus efficace possible en termes de tri et de réduction des déchets ménagers utiles enfouis. C'est important aussi de montrer ça. Voilà l'enjeu de ce rapport-là ce soir et de cet engagement. Ça ne veut pas dire que le CIDELON ne fera pas son centre de tri. Vous en avez déjà tous entendu parler. J'ai réagi en tant que président du CIDELON dernièrement dans la presse par rapport à une motion de certaines communes qui voulaient que les syndicats fusionnent avec le CIDEM, qui a aujourd'hui d'autres problèmes. Mais bon, voilà, la démarche est qu'aujourd'hui, le CIDELON est toujours dans la réflexion à terme de faire son propre centre de tri. Mais pour l'instant, c'est la société PAPREC qui a l'âge. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Pas de questions, pas de réactions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Roland, à vous la parole. Non, je parle simplement de la politique tarifaire qui est proposée et qui est indiquée sur les différents formulaires que vous avez pu recevoir concernant la piscine de Breistorff. Donc il y a eu, vous avez toutes les informations qui sont données et ce soir on vous demande d'autoriser le
signé les conventions avec les différents utilisateurs du bassin et les différents clubs, Cap Vert Plongée, le CCCE Triathlon, le Roxy Bike Club, les plongeurs masqués et les dauphins du Cap. C'est une politique tarifaire qu'on peut qualifier d'homogène qui a été appréciée par la Commission et validée par la Commission et qui a été un peu inspirée par d'autres bassins du secteur et du pays mosellan. Voilà, donc vous aviez donc à la fois effectivement c'est signer les conventions avec les différents clubs et c'est aussi la mise en place de ces nouveaux tarifs qui font à la fois du social. Vous voyez que la Commission a proposé de faire des remises aux demandeurs d'emploi, aux étudiants, de faire aussi un geste envers le personnel communautaire, mais aussi certains services publics, tels que pompiers, JSP du territoire. Et donc on a encore la chance d'avoir quelques communes qui ont des pompiers, donc de faire aussi un geste dans ce domaine. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous voilà arrivés au dernier point qui est les divers. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, souhaite prendre la parole? Eh bien, s'il n'y a pas de prise de parole, je vous remercie toutes et tous. N'oubliez pas de signer les différents budgets ou comptes de gestion administrative. Et je vous invite à venir partager un petit encart préparé par le foyer du jeune travailleur.